Bonjour à tous et très heureux d'être en votre compagnie sur les antennes de la 89.3 FM CISM. L'émission à l'écoute est Accent du Sud. Rapide coup d'œil à l'horloge, il est midi passé de quelques poussières de secondes. Accent du Sud, vous le savez, se propose de donner la parole aux acteurs du Sud, présents ou de passage à Montréal. Il peut également arriver que je cède le micro à des acteurs du Nord, des acteurs qui auraient quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, nous faisons une halte en Afrique pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée il y a quelques jours, environ une dizaine de jours, au moment où vous écoutez cette émission, avec la victoire de la Côte d'Ivoire, le pays organisateur de cette Coupe d'Afrique 2023. On va vous expliquer ça pendant l'émission, pourquoi on parle de la Coupe d'Afrique 2023 alors que nous sommes en 2024. Et Accent du Sud, c'est toujours avec toi. Bonjour Carmen. Bonjour William, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de te retrouver une semaine plus tard. On se voit quasiment jamais hors de ce studio. Tu te caches. Pas vraiment, c'est toi qui te caches. Ok, et puis dans ce studio, je suis avec quelqu'un que vous avez écouté il y a environ 2 semaines pour parler des pronostics de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et cette personne, c'est Ambroise Adjagboni, qui est un passionné de football, économiste de son état, mais également quelqu'un qui suit beaucoup le football et surtout le football africain. Je peux dire que Ambroise a regardé presque tous les matchs de la Coupe d'Afrique, ou ne serait-ce que la moitié. Bonjour Ambroise. Bonjour William, bonjour Carmen. Merci de m'avoir encore une fois invité. Oui, j'ai suivi tous les matchs. Tous les matchs, c'est vraiment une passion qui me dépasse. Je sais pas. Et puis, cette victoire de la Côte d'Ivoire, on ne l'avait pas vraiment pronostiquée. On ne l'avait pas pronostiqué, mais à la fin de l'émission, je disais que si jamais la Côte d'Ivoire se qualifiait et revenait et gagnait la CAN, ce serait le plus beau comeback de toute l'histoire du football mondial. Et ça l'a été. Donc je disais ça sans croire vraiment. Hein, mais bon, ils ont brisé le signe indien parce que c'est très rarement que les pays organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations à la fois l'organisent et la remportent. Je pense que le dernier, c'était peut-être la Tunisie en 2004. En 2004 et l'Égypte aussi. Et l'Égypte aussi en 2006. En 2006, voilà. Oui. Donc il y a eu 2004-2006 et puis cette fois-ci en 2024 pour la Coupe d'Afrique 2023. Et Accent du Sud, on a écouté la voix de la magnifique Carmen Manga. Et cette voix nous accompagne pendant cette émission pour faire des propositions musicales d'aujourd'hui qui viennent d'à peu près partout des contextes du Sud. Carmen, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va dire qu'on a choisi en fonction des gagnants des 4 derniers joueurs de la CAN. Ok. Donc, on a I Love You de Taïk et Dadju parce qu'ils ont sorti très récemment un album là, aux alentours de la Saint-Valentin. Et cette chanson, c'est l'intro, elle a popé un peu. On va continuer avec Tila. Sa dernière chanson, c'est Truth or Dare, qui est sortie il y a 3 jours. Elle sort son album dans quelques semaines, il me semble début mars. Donc ça sera intéressant de l'écouter, de s'intéresser aux actualités à son niveau. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Après, on va continuer avec Unavailable de Davido, parce que c'est une chanson qui est un peu devenue un classique avec le temps. Et puis, c'est pour le Nigeria. Mais on va commencer avec Coup de marteau de Tamsir, parce que la Côte d'Ivoire doit faire du bruit aujourd'hui. Accent du Sud sur la CISM avec Kevin Ambroise Adjagboni. J'ai dit Kevin, c'est ton prénom, Kevin ? Delphin Ambroise Adjagboni pour parler des résultats de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2023 qui s'est achevée il y a quelques temps en Côte d'Ivoire. Je suis dans ce studio avec Carmen Manga. Vous écoutez déjà Coup de marteau sur la CISM. Je m'appelle William Baïha. Bienvenue. Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Fais ça pourquoi? Yakou Guerrera, hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. Augustin Komoé. La Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer. Yancy Le Pen. On fait ça, on t'en parle. Ici, c'est la chance de te carrer. Lui qui néglige les barres.
de Los Angeles. Junior Dollar, Marco Dialito, Trésor M13. Nous on est là. Vous êtes toujours sur Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de notre invité Delphin. Et vous venez d'écouter la chanson Coup de marteau de Tamsir. Carnel Manga sur la CISM. Et puis Ambroise, parlons de la victoire de cette Côte d'Ivoire qui a failli être éliminée à la sortie des matchs de poule. Comment est-ce qu'elle s'est construite, cette victoire de la Côte d'Ivoire au dernier moment contre le Nigeria, et le match de la finale a d'ailleurs mal commencé pour la Côte d'Ivoire. Oui, le match de la finale a d'ailleurs mal commencé pour la Côte d'Ivoire, mais déjà il faut d'abord aller un peu plus loin et voir le jour où il y a eu ce tremblement de terre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils ont été humiliés dans leur propre stade, chez eux, dans le stade qui porte même le nom de l'actuel président, dans le stade Alassane Ouattara. Ils ont perdu 4-0 face à une belle équipe de la Guinée équatoriale. C'était la tristesse à Abidjan. Ensuite, il y a eu des événements. L'entraîneur Jean-Louis Gasset a démissionné. La fédération, un temps, a voulu faire appel à Hervé Renard, qui est l'actuel entraîneur de l'équipe féminine de la France, mais la fédération française n'a pas voulu. Donc, dans ce désordre un peu, la fédération a été obligée de faire confiance à un local, à l'adjoint de Gasset, M. MS Faye, qui a pris l'équipe et qui avait la lourde responsabilité maintenant de conduire l'équipe à la fin. Soit ils se faisaient éliminer en cours de chemin, soit ils allaient au bout. Et ils sont allés au bout. Et ça s'est beaucoup joué au mental, je pense. La Côte d'Ivoire vient de loin. C'est une équipe qui a joué 3 matchs de poule, qui a perdu 2 matchs de poule et qui a gagné un seul match, qui s'est retrouvé être qualifié grâce au Maroc, qui a battu la Tanzanie. Donc, la Côte d'Ivoire était dernier qualifié parmi les 3 meilleurs troisièmes. Parce qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on parle du dernier qualifié. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 24 équipes. Au premier tour, il n'y a que 4 équipes qui sont éliminées. Parce que les 4 équipes qui sont éliminées, on repêche encore 4 autres équipes. Les 3 meilleurs troisièmes de tous les groupes confondus. Donc la Côte d'Ivoire était la dernière équipe qualifiée. La dernière équipe meilleure troisième qualifiée. Donc, ensuite, il y a eu face au Sénégal. Ils ont déjoué le Sénégal. Le Sénégal qui était le tenant du titre. Champion en titre de la CAN de la dernière édition. Ils ont déjoué le Sénégal. Et tactiquement, l'équipe était en place. Ils ont encaissé un but face au Sénégal. Ils ne s'étaient pas affolés. Mais je pense qu'après l'humiliation, ils se sont dit plus rien ne pouvait plus leur arriver à part ça. Et ils ont eu beaucoup de chance. Ça, je continue pas à le dire. Les dieux de foot étaient avec eux. Face au Sénégal, ils sont allés au tir au but, ils ont gagné. Ils ont eu un penalty en fin de match où ils ont égalisé le but qu'ils avaient encaissé avec le Sénégal très tôt à l'entame du match. Ensuite, ils sont allés au tir au but, ils ont gagné. Ensuite, il y a eu le Mali, où ils ont joué le match à 10 contre 11. Ils ont été menés en deuxième période. Ils ont joué le match à 10 contre 11. À la dernière minute du temps réglementaire, ils ont égalisé. Et au bout des prolongations, ils ont marqué un deuxième but. Ils ont crucifié les Maliens. Lors du match, lors des demi-finales, ils avaient là maintenant leur destin en main. Parce qu'en temps, il ne faut pas l'oublier, Sébastien Haller était blessé au début de la compétition. Le jeune Adenga aussi était blessé au début de la compétition. Les deux sont revenus en cours de compétition. Face au Congo, ils ont eu le jeu, ils ont pris le jeu à leur compte, ils ont bien joué et ils ont gagné le match face au Congo. Et maintenant, il y avait la finale. La finale qu'ils ont mal commencé, comme tu le dis. Ils ont mal commencé parce qu'ils ont encaissé un but très tôt du défenseur nigérien.
qui a même été élu meilleur joueur de la compétition. Il s'appelle William Trans-Ekong. Donc, ils ont cassé un but. Ensuite, ils ont gardé le sang-froid. Kessié, qui était dans un grand joueur égalisé, à la fin, Sébastien Haller, qui, il faut le rappeler, est sorti d'un cancer. L'année dernière, Haller était toute l'année malade parce qu'il a eu un cancer des testicules, ce qui a fait qu'il était totalement hors du terrain. Il est revenu à la fin. Et à la fin, par miracle, c'est lui qui marque ce but-là, ce but qui permet à la Côte d'Ivoire de gagner la compétition. En gros, je dirais que ça s'est joué au mental. Et il y avait un public de la Côte d'Ivoire qui a cru. Qui a cru. Tout le monde a cru. Dès qu'ils ont éliminé le Sénégal, je pense que quelque chose s'est né. Ils ont créé quelque chose et tout le monde a cru. Ils se sont dit, si nous avons éliminé le champion en titre, c'est que c'est possible. Et il y a eu NS aussi, l'entraîneur adjoint, le local, qui a fait des choix forts. Déjà, dès qu'il a pris l'équipe, il a remplacé le milieu de terrain. Il s'est cherché un sentinelle, il a mis Jean-Marc Serrier en milieu de terrain. Devant, il a fait appel au vieux de la vieille, Alain Gradel, qu'il a repositionné, il lui a redonné confiance. Et Mas Gradel, c'est lui qui donne la passe décisive en demi-finale. C'est lui qui fait ce centre-là à l'heure. Donc, il a su trouver le management qu'il fallait. Il a su donner confiance au groupe et le groupe a cru en elle. Et puis, à la fin, la Côte d'Ivoire sort vainqueur de cette belle édition de la CAN. Ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je me suis dit, c'est une équipe qui vient tellement, tellement de loin qu'au fond, à un moment donné, je me suis dit que plus rien ne pourrait leur arriver. Parce que, quelle que soit l'équipe jouait bien, mais à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ça. On a vu, comme tu disais, on a vu des séries, des Gradel qui sont revenus, donc, qui ont commencé la compétition sur le banc de touche, mais qui sont revenus. Mais on a également vu de la jeunesse dans cette équipe ivoirienne, notamment sur le côté gauche ou droit. Côté gauche, côté droit. Oui, sur le côté gauche, il y a Adengra, sur le côté droit, il y a Omar Diakité. C'est ça. Donc, il y a eu de la jeunesse. Il y a eu à un moment donné ce mélange. Gassé, il a bien choisi les gars, mais lui, il avait misé uniquement sur la jeunesse. C'est ça. Mais quand Faye MS a pris l'équipe, il a fait un mélange. Il a fait appel aux vieux qui étaient encore là, qui ont de l'expérience, plus d'expérience que les jeunes. Il a fait ce mélange-là, ce mix-là qui a marché, qui a pris. Les jeunes avaient cette fougue de jeunesse et les vieux étaient là, ils calmaient le match, ils calmaient les jeunes. Ils étaient un peu là comme un accompagnateur. Et il y avait Seko Fafana qui lui, on peut plus rien dire sur lui, qui a clairement bien joué pendant la compétition. Il était dans sa compétition. Parfois, on l'a sorti, MS l'a sorti, il était fâché. Mais il a quand même, chaque match de Seko était un bon match. Donc, lui n'a pas du tout démérité. Il était là, il accompagnait les actions. Même en cas de finale, c'est lui qui met cette frappe que Oumar Diakité dévie et qui crucifie les Maliens. Donc, en gros, il y avait beaucoup d'individualités, mais MS a su créer ce collectif gagnant, je dirais simplement. Et puis, on a vu beaucoup de discipline dans cette équipe ivoirienne parce qu'après le départ de l'entraîneur principal, on s'attendait à ce que la Côte d'Ivoire vole en éclat. Et puis, cette petite polémique en rapport avec la volonté du président de la Fédération ivoirienne de football de faire venir un entraîneur déjà en poste en France, qui s'occupe donc de l'équipe féminine française. On aurait cru qu'il y aurait eu une sorte d'explosion au sens de dispersion des énergies dans l'équipe ivoirienne, mais au contraire, il y a une sorte plutôt de cohésion, de travail en commun qui a porté cette équipe et l'a rendue invincible. Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football, actuellement président d'honneur de la Fédération, qui est conseiller à la CAF, disait juste au lendemain de la défaite que quand ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient qualifiés, on lui demandait mais quelle est la recette? Il disait non, il n'y a pas de recette. On dépose le maillot et puis ceux qui sont capables de jouer prennent le maillot et jouent. Je pense qu'à un moment donné, c'est un truc comme ça qui s'est passé. C'est-à-dire, Faye MS est venu, il a fait des choix forts, oui. Mais le groupe s'est tellement senti humilié, même pas son propre peuple, parce que les supporters ivoiriens étaient vraiment fâchés. Il y avait même des casses un peu partout dans la ville, parce que les gens étaient fâchés. Le groupe même s'est rendu compte que dehors,
C'est comme l'a dit, Franck Kessie l'a dit. Après la victoire face au Sénégal, il a dit que c'est comme s'ils étaient des vendus de la République. Le groupe s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, il fallait changer quelque chose. Il fallait montrer à ces supporters que nous ne sommes pas là pour vous décevoir, nous sommes là pour mouiller vraiment le maillot pour vous. Ils l'ont fait. Donc, je pense qu'il y a eu une discussion entre eux. Ce sont des professionnels. Ça arrive. L'entraîneur a démissionné. Il y a des bruits qui ont dit qu'il a été mis limogé. L'entraîneur même a dit qu'il a démissionné. Donc, du moment où l'entraîneur démissionne, vous n'avez plus d'arguments pour ne pas mouiller le maillot. Soit, est-ce que c'était l'entraîneur le problème? Si c'était lui le problème, il n'est plus là. Donc là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Donc, les joueurs ont pris leur responsabilité et ça a donné ce résultat-là. Et ça a également été une victoire pour les managers africains, parce que la Coupe d'Afrique des Nations est historiquement la compétition où on rencontre plus d'entraîneurs immigrés, ou pour utiliser les termes à la mode expatriés, parce qu'on immigre. Quand un Africain quitte d'Afrique, il va ailleurs, c'est un immigré, mais quand les gens quittent d'ailleurs pour l'Afrique, ce sont des expatriés. Là. Donc, sur le banc de touche, on a souvent des entraîneurs globalement européens. Mais cette Coupe d'Afrique, on a vu quand même une plus grande présence de managers, de sélectionneurs africains. Et la victoire de la Côte d'Ivoire avec Emers Faye est également la victoire de ce coaching-là, parce qu'il vient prendre la responsabilité, à la fois la victoire de la jeunesse du coaching jeune, parce que Emers Faye, je crois, il a 44 ans ou 45 ans. Et il vient prendre la suite de Gasset, qui est un entraîneur français de 70 ans, et il prend la suite de Gasset qui démissionne, c'est-à-dire qu'il fait un aveu d'impuissance, et il remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a permis justement de montrer que les sélectionneurs africains ont de la capacité et de la suite dans les idées. Oui, les sélectionneurs africains ont de la capacité, seulement qu'ils n'ont pas toujours la chance de démontrer ça. Emers Faye est venu dans un contexte très difficile. C'était un contexte très difficile. Il fallait avoir le caractère qu'il faut, et il fallait surtout avoir l'humilité qu'il fallait pour pouvoir faire comprendre à chaque joueur que là maintenant nous sommes dos au mur. Je dois faire des choix, c'est pas que vous êtes mauvais. Il a su les faire. Mais pour Emers Faye, je me dis toujours que c'est maintenant que le plus dur commence. Déjà parce que le groupe qui a gagné la CAN, même si Emers Faye était entraîneur adjoint de Gasset, c'est pas lui qui a choisi le groupe. Le groupe a été constitué par Gasset. Maintenant, Emers Faye sera attendu, que ce soit sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan du management. Il sera beaucoup plus attendu parce que personne ne pouvait mettre une pièce sur Emers Faye lorsque Emers Faye héritait de l'équipe. Là maintenant, Emers Faye sera maintenant dans un rôle de vrai manager, vrai sélectionneur, vrai entraîneur, comme on aime bien le dire. Donc là maintenant, il sera vraiment attendu. C'est maintenant qu'il va vraiment se frotter aux grands entraîneurs de l'Afrique. Et puis là maintenant, on verra ce qu'il vaut vraiment. Mais ce qu'on a vu jusque-là, ça rassure que le coaching africain a de l'avenir. Dans tous les cas, on a vu que soit on parle de l'Algérie, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et puis beaucoup de pays africains avaient donc des entraîneurs locaux, d'autres beaucoup moins. On a vu au Mali également. Ne serait-ce que dans le dernier carré là, il y a eu quand même, à part le Nigeria, la plupart des autres pays étaient entraînés par des locaux, et ça, pour moi, ça représente aussi une victoire. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut noter que depuis 2017, à part quand le Cameroun a gagné la CAN avec Hugo Bros, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des entraîneurs locaux africains qui remportent la CAN. Ça aussi, c'est un mettre à l'actif du coaching africain que j'aimerais aussi voir s'exporter en Europe. C'est pas encore ça. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas prendre le football, les équipes, le football local en otage, comme quoi notre coaching marche uniquement en Afrique. Non, je voudrais que notre coaching aussi puisse s'exporter. Non, petite parenthèse, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible qu'un entraîneur africain aille entraîner une équipe nationale européenne, ou je vais même plus loin, parce que un club européen. Un club européen en gardant sa nationalité africaine. Et ça, c'est pour premier point. Moi, je trouve que c'est difficile. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Je sais que c'est difficile, très difficile. Déjà en termes de marketing, et en termes de lobby, en termes de tout ce qui va avec. Je sais que c'est difficile. Mais à force de travailler, on y arrivera.
Moi, je ne voudrais pas que le coaching africain reste uniquement africain. Sur le continent. Non. Je voudrais que le coaching africain puisse s'exporter, puisse se retrouver en première ligue, en Liga, en Serie A, dans les grands championnats du monde. C'est ce que je voudrais. Ça, c'est mon vœu, ça, c'est mon rêve pour le coaching africain. Je ne voudrais pas que le coaching africain, les anciens joueurs, dès qu'ils finissent, se disent tout ce que nous avons à faire, c'est venir entraîner l'équipe nationale. Non. Je voudrais qu'ils, comme les anciens entraîneurs européens, américains, ils finissent, ils puissent quand même rester en Europe aussi, entraîner les clubs en Europe. Et ça a commencé, ça vient. Donc je pense qu'avec ça, Aliou Cissé, il peut quand même entraîner n'importe quel club aujourd'hui dans le monde. Il n'y pense peut-être pas encore. Je pense qu'il doit réfléchir aussi dans ce sens-là. Donc y aller. Voilà. Initiating rage process. I'm unavailable. They know they see me. 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 And I'm sorry for who won't be my matter. Sorry, I'm only human. So make nobody para. Say I carry woman. Man way I for carry, fuck all the rumors. I need that when I talk, say I be pastor. Yeah, if you know you it can walk. If it's not, I got all. Go, day, your day, me a day for the day, girl, I'm unavailable. I'm unavailable. They know they see me. 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 Complicated my life. I don't have no time, Shania. Come see me shining. Got too many birds on my IG. I'm changing my life. Oh, how my mama proud in me. She got me going. This fan took all my freedom. Cause I'm a big propeller. Straight for the one side. Good go jealous. Got a big banana. I'm a big propeller. Straight for the one side. Good go jealous. Got a big banana. Cause I'm a big propeller. Straight for the one side. Good go jealous. Got a big banana. I'm a big propeller. Straight for jealous. But the fella. Chickity. I'm unavailable. They know they see me. 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 Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM. Vous êtes toujours en ma compagnie, celle de William et de notre invité Delphin. Et vous venez d'écouter la chanson Unavailable de Davido. Merci Carmen. Je poursuis la discussion avec Delphin. Ambroise, Adjak Boni, nous discutons de la CAN 2023 qui vient de se terminer en Côte d'Ivoire. On rappelle encore pourquoi c'est la CAN 2023 et pas la CAN 2024 ? Parce que ça devait se jouer en 2023 à cause de la pluviométrie. En Côte d'Ivoire, on a dû décaler la CAN pour qu'elle se tienne en début 2024. Alors, cette CAN a été une CAN, on a vu avec la victoire surprise des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas les seules surprises. Il y a eu d'autres surprises, notamment avec ce qu'on appelait entre guillemets des petites équipes. Oui, il y a eu beaucoup de belles équipes. La Guinée équatoriale qui a fait une belle campagne. Il y a eu le Cap-Vert aussi, qui a fait une très belle campagne, qui est allé juste en quart de finale, qui a été éliminé par l'Afrique du Sud. Il y a eu même la Gambie qui a été éliminée en phase de poule, mais qui a donné du fil à retordre au Grand Cameroun. Il y a eu la Mauritanie aussi, qui s'est qualifiée au détriment de l'Algérie, qui a battu l'Algérie pour se qualifier. Donc, il y a eu beaucoup de belles équipes. Cette CAN était dans l'ambiance et dans les rebondissements de situation la plus belle. Et il y a eu, cette CAN, on a eu le record de buts. Nous avons marqué
119 buts lors de cette CAN. C'est qui est quand même pas rien. C'est ce qui Il y n'est pas... Il y a eu peut-être 2 matchs nuls, que je me rappelle. peut-être. Oui, il y a eu juste 2 matchs nuls. 2 matchs nuls, c'est Nuls. ça. Sinon, dans tous les autres rencontres, il y avait des 2 matchs nuls, je veux dire 0-0. Oui, donc 2 matchs 0-0. 0-0. où il n'y avait pas de but. Donc, dans tous les autres matchs, il y avait des buts. Les attaquants étaient en forme. À la fin, l'attaquant, le meilleur buteur s'en sort, c'est Emiliao Esoué de la Guinée équatoriale qui s'en sort avec 5 buts, qui gagne. Et puis, voilà. Moi, j'ai vraiment aimé la CAN parce qu'il y avait beaucoup de surprises. Et puis, Beaucoup de on va revenir sur le sport, mais je fais une petite incursion en dehors parce que cette CAN également a été hyper médiatisée là. Même ici, en Amérique du Nord, au Canada, on en voyait dans des lieux publics, au travail, on en parlait presque partout. Donc, quand tu venais, quand on voyait que tu es africain, on te pose la question, mais qui a gagné, machin. Et puis, les gens se sont même pris, y compris des Québécois, à supporter certaines équipes et à les découvrir. Oui, ça c'est vrai. Ça a été très bien médiatisé. Et cette Coupe d'Afrique est l'événement footballistique la plus suivie au monde actuellement. Parce qu'elle a été suivie par plus de 3 milliards de personnes. Et ça, c'est sans compter les liens des groupes Telegram qui drainent plus de 100 000 personnes chaque fois. Donc, cette CAN a été vraiment bien suivie. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, l'a bien organisée. On a vraiment aimé. Les petits prêts étaient dans les grands. Ouais. Et je pense que cette CAN a été l'une des meilleures publicités pour le football africain. Ouais. Parce que la Côte d'Ivoire qui part de loin, d'aussi loin, qui fait ce gros comeback, je pense que ça envoie quand même un message fort au monde entier pour dire vous devez compter avec nous, minimum sur le plan marketing. C'est ça. Mais bon, ça a été une grande fête. J'ai trouvé qu'il y avait une grande débauche des dépenses. Oui. Parce que quand j'y étais en décembre dernier, je trouvais qu'il y avait une grande débauche des dépenses, notamment dans un contexte où on parle de vie chère et d'inflation. Mais finalement, la CAN s'est présentée comme une excellente occasion de marketing et de publicité, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble du continent africain. Oui, parce que ça a été vraiment un bon moment, un moment très festif, parce que tout le monde s'y est impliqué. La Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. Tous mes amis qui sont allés à Abidjan ont vraiment aimé le pays. C'est vraiment le pays de l'hospitalité. Et puis, déjà sur le plan du spectacle, sur le terrain, voilà l'une des CAN où l'arbitrage n'a pas été très décrié. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Même José Mourinho a félicité l'utilisation de la VAR des arbitres africains. Ouais. On en parlera tout à l'heure vers la fin de l'émission. Mais à côté des bons points, des points positifs, il y a quand même eu quelques déceptions. Oui. En commençant par les éliminations ou l'élimination précoce de certaines équipes. Oui, par exemple du Sénégal. En commençant au Sénégal, par exemple. Le Sénégal notamment, parce que le Sénégal a été la plus grosse, au fond, la plus grosse déception de cette CAN. Parce que personne n'attendait que le Sénégal soit éliminé en 8e. Après, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Après le parcours en phase de poule, tout le monde voyait le Sénégal au sommet. Ils n'y sont pas arrivés, c'est pas grave, comme l'a dit Aliou Cissé, ils sont assez dignes, ils sont rentrés. Le Cameroun aussi a été une déception. Ouais. Le Cameroun, les lions indomptables n'étaient pas du tout au rendez-vous cette fois-ci. Ensuite, l'Algérie, c'était la plus grosse déception aussi. D'abord, le Sénégal, moi j'ai dit, je te coupe, mais je vais te relancer. Le Sénégal, ça va être peut-être un peu provocateur, mais moi je ne pensais pas que le Sénégal allait faire une très très grande CAN, pour la simple et bonne raison que le Sénégal reste un pays où le football n'est pas encore totalement... ça ne maîtrise pas encore, c'est pas un grand champion d'Afrique, c'était leur première Coupe d'Afrique des Nations qu'ils remportaient. Donc il y avait encore de la fébrilité, la capacité à gérer de grands rendez-vous, même s'ils ont une équipe de qualité, ça reste fragile. Donc, par exemple, la Côte d'Ivoire, là, ils en sont déjà à la 3e. Donc, ils sont quand même déjà habitués à la CAN par rapport au Sénégal. Et donc, je ne faisais pas un grand cas du Sénégal. Au Cameroun, donc, quand quelqu'un connaît un peu l'effectif du Cameroun actuellement, il ne peut pas miser toute son épargne retraite là-dessus. Je comprends. Donc, c'était quand même une CAN relativement ouverte. Mais il y a eu des déceptions. Bon, parce que c'est le Cameroun, oui, ça déçoit. Ça déçoit parce que tout le monde attend toujours le Cameroun.
parce que c'est la seule nation qui a battu le Brésil, déjà lors de la Coupe du Monde passée. Donc, on l'attendait. À l'arrivée, nous avons tous été déçus. L'Algérie a été une déception, même la Tunisie a été une déception. C'est parce que d'autres équipes se sont réveillées que ces équipes ont été une déception. Et bizarrement, toutes les équipes qui étaient dans le carré d'as de la dernière CAN, aucune de ces équipes n'était en quart de finale. Ouais, ça c'est quelque chose. Les 5 équipes qui étaient à la Coupe du Monde 2022, aucune de ces équipes n'était en quart de finale. Vous imaginez? Ça voudrait dire que le football africain, l'analyse qu'on faisait du football africain en disant qu'il y a des grandes équipes, non, il n'y a pas de grandes équipes. Il n'y a pas cette différence entre les équipes. Il n'y a pas d'équipe trop forte par rapport à une équipe trop faible. C'est pas le... Mais on a vu la même chose en Europe. Je me rappelle la Coupe d'Europe 2016 avec des pays comme l'Islande, etc. C'est-à-dire qui étaient venus, on disait que bon, c'est des pays qui vont venir participer, mais qui ont fait une Coupe d'Europe extraordinaire. Oui, qui ont fait une très belle Coupe d'Europe. Oui, c'est ce que je dis. Avant, en Afrique, on voyait juste les grands. Égypte, Cameroun, Sénégal, Sénégal depuis un bon moment, Maroc et tout. Mais maintenant, il y a des équipes qui tapent vraiment à la porte, qui veulent vraiment accéder à ces trucs-là. C'est pour ça que je disais la dernière fois que les 10 équipes qui iront à la Coupe du Monde 2026, il y aura beaucoup de surprises parmi ces 10 équipes qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Parce que l'Afrique aura 10 places, 10 équipes prochainement, parce que la Coupe du Monde passe à 40 équipes. L'Afrique aura 10 équipes. Donc, parmi ces 10 équipes, attendons-nous à des surprises. Est-ce que ça veut donc dire que le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait raison de défendre son projet, vu que à peu près partout sur Terre, il y a des équipes qui ont un niveau quand même suffisant où, c'est vrai, on a vu le score de 14-0 entre la France et, je crois, les îles Gibraltar. Gibraltar. Mais il y a quand même une sorte d'équilibre. C'est-à-dire, la France ne peut pas, parce qu'elle est une grande équipe, ou l'Argentine, décider que, bon, ok, je vais battre le Cameroun, je vais battre le Nigeria ou je vais battre le Mali. Ça ne va pas de soi. Non, ça ne va pas de soi du tout. Et au football, ça ne se dit pas. C'est interdit même de dire ça. Ça ne se dit pas parce que vous serez surpris très tôt. Si vous touchez vraiment des joueurs dans leur propre ego, vous serez surpris. Donc, Gianni, il avait raison. Il avait raison en disant ça. Seulement que dans l'attribution des places des 40 équipes, l'Afrique n'en a eu que 10. L'Europe en a encore eu plus. Donc, mais de toute façon, c'est de bonne guerre. On va continuer par travailler. Notre CAN a été une réussite totale sur tous les plans. Il y avait même Arsène Wenger dans les tribunes lors de la finale qui était là. Donc, notre CAN a été une réussite. Il y avait Seedorf qui était là. Tous les grands noms du football mondial étaient à Abidjan. Ils étaient là, ils ont suivi la CAN. Notre CAN a été une très belle surprise et une très belle réussite. Nous sommes passés dans une autre dimension. J'espère que le Maroc en 2025 sera à la hauteur de l'organisation de la CAN de la Côte d'Ivoire 2023. Et j'ai entendu un lapsus, on sort par là, j'ai entendu un lapsus révélateur sur une chaîne française, une chaîne de radio française qui n'est du coup là pas concurrente. Et il y a eu un lapsus où ils étaient en train de faire une analyse et ils en référaient à la Coupe d'Afrique comme à la Coupe du Monde. Oui. Parce que ça avait quasiment le même niveau. Oui, c'est le même niveau. Et le président de la CAF, Joseph Mouchepe, il a dit qu'il a appelé Gianni Infantino pour lui dire que la Côte d'Ivoire peut organiser la Coupe du Monde. Et si une personnalité de ce rang, comme lui le dit, c'est que c'est vrai. Parce que sur le plan sécuritaire, tout était OK. À part les problèmes de tickets, qui a été un problème qu'on a découvert à la dernière minute, à part ce problème, tout était parfait. On pouvait donner 9,50 sur 10 à la Côte d'Ivoire. Hold on. Did you say you're on your way? Why now? When you just went MIA. Message received. Oh, now you want me back. I know the procedure. Trying to come to my place. Turn around, it's so far away.
Toujours sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de notre invité Delphin. Et vous venez d'écouter la dernière chanson de Tila, Truth or Dare. Avec la voix de Carmen Manga sur la CISM, je poursuis cette discussion autour des résultats de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire et qui a été remportée par le pays organisateur. Alors Delphin, cette CAN a été une CAN où il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, comme nous en parlions tout à l'heure avant la pause. Mais c'est après la CAN qu'on a entendu un petit problème qui vient de Guinée équatoriale. Avec la question des primes, parce qu'on n'en avait pas du tout entendu parler pendant cette CAN, ce qui est quand même assez extraordinaire, qui est preuve également de l'évolution. Mais on a eu ce problème des primes. Oui, il y a eu ce problème des primes et, excuse-moi, c'est même le meilleur buteur de la CAN qui a été expulsé et jusqu'à nouvel ordre avec un autre de ses coéquipiers et qui en a fait la révélation dans un live sur Instagram, comme quoi il y a eu des problèmes de primes qui n'ont pas été payés et tout. Mais je pense que ce sont des choses qui arrivent. Ça peut arriver. Même la France, Mbappé a eu quelques bisbilles avec la Fédération française de football. Ça arrive. Je pense qu'ils pourront gérer ça en interne. Je sais qu'il y a une commission au niveau de la CAF maintenant qui s'auto-saisit automatiquement de ces questions-là. C'est pour ça que depuis un bon moment, il y a plus de ces problèmes. Même la Guinée aussi a semblé avoir eu ce genre de problème. La CAF a tapé du poing sur la table, les joueurs ont été payés. Donc je pense que c'est l'après-CAN. Chaque équipe serait dans les bilans, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Le capitaine est allé jusqu'à dire que les dirigeants de la fédération ont détourné l'argent qui leur était destiné. Moi j'ai vu un communiqué circuler ce vendredi qui justement rendait compte des difficultés que les footballeurs ont eues. Donc c'était une sorte de pétition de l'ensemble des footballeurs qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations. De l'équipe nationale, parce qu'ils étaient contre le fait qu'on ait expulsé leur capitaine. Donc je pense que c'est un problème très sérieux. La CAF va prendre ce problème très très au sérieux parce que depuis que l'actuel président est là, Joseph Moutsepé, il a dit que le footballeur doit être mis au centre du football, du jeu. Donc, je pense que ce serait juste un problème et puis ça va vite se régler parce que là, maintenant, chaque équipe est en train de faire le bilan de sa participation, de sa campagne de la CAN, ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Et le président équato-guinéen aussi a semblé prendre la mesure de la situation parce que le ministre des Sports équato-guinéen a dit qu'il a pris acte des révélations du joueur et qu'il fera ses propres investigations pour savoir ce qui en est. Donc je pense que ce sera juste un problème qui sera rapidement réglé. Parce qu'aujourd'hui, le football a évolué. L'Afrique ne doit plus retomber dans ces histoires-là. Parce qu'on a passé clairement un cap. Et puis on a entendu une dénonciation qui venait également d'un officiel de la République démocratique du Congo. Le président d'ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi, a commis un communiqué où il s'est plaint de l'arbitrage, mais surtout de ce que beaucoup de ses compatriotes, des supporters de la République démocratique du Congo qui voulaient entrer au stade lors du match contre la Côte d'Ivoire, je pense, ont été interdits d'entrer parce qu'ils avaient des messages. Ils avaient des messages à adresser par rapport à l'agression que la RDC dit subir du Rwanda, et il s'est plaint de ce que ses compatriotes n'ont pas pu entrer au stade. Et à un moment, on a pensé qu'il disait que la RDC se retirait de la CAN. Mais heureusement, là, il a dit que la RDC décidait de se désolidariser désormais des actions de solidarité de la CAN en fonction des causes humanitaires, etc. Oui, le président Félix Tshisekedi, son excellence, est dans son rôle. Il est dans son rôle de dire ce qu'il a dit. Et je le comprends parfaitement parce que ces joueurs ont quand même fait une action. Ils ont mené une action. Et même l'entraîneur des Sabres a aussi fait le geste. Donc, ce que j'ai aimé, seulement que le football est apolitique. Donc, c'est toujours difficile. La CAF se retrouve toujours dans une situation un peu difficile de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que j'ai fait dans ce genre de situation. Moi, je pense, donc, je vais te couper, parce que cette question de l'apolitisme, entre guillemets, ou bien de l'apolitique, je sais pas comment dire, mais le côté apolitique du football, c'est à géométrie variable. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, ça n'a pas toujours été... la question ne s'est pas toujours posée parce que, bon,
Mais par exemple, en Europe, En Europe, on a avec la eu- Russie, on a suspendu la Russie, mais je prends sur des questions très simples. C'est-à-dire, quand il y a eu des attaques au Bataclan en 2015, il y a eu toute la Fédération française de football et la Ligue 1 qui avaient arboré des brassards noirs, etc. Mais quelques mois auparavant, il y a le footballeur camerounais à l'époque, qui jouait, ancien footballeur aujourd'hui, mais qui jouait à l'époque, Assou Ekoto, oui. Benoît Assou Ekoto, qui avait voulu arborer un brassard parce qu'il y avait eu un massacre de Boko Haram qui avait tué 400 personnes dans une petite localité au Cameroun. Il avait voulu arborer un brassard en signe de ce deuil. Et il avait été interdit en fait de faire ça parce qu'on lui avait dit que le football était apolitique, mais en Ligue 1, que ce soit pour défendre certaines causes sociales, que, par exemple la guerre en Ukraine, la cause LGBT, ou les attentats du Bataclan, ou les morts de personnalités politiques célèbres, etc., on adopte des minutes de silence, etc. Mais quand il y a un problème qui ne va pas dans le sens général, donc on considère que le football n'est pas politique. Donc il y a un 2 poids 2 mesures, Oui, mais qui ne se pose s'observe. peut-être pas pour la CAF pour le moment. Oui. Mais encore quand on sait qu'à un moment, la CAF était engagée sur la lutte contre l'apartheid. Oui. Donc, on ne sait pas trop sur quoi on s'appuie Puis, pour... pour prendre des décisions du genre. Et je te rejoins clairement. Il y a un 2 poids 2 mesures parfois. Seulement que dans cette situation, dans ce cas précis, le Rwanda n'était pas à la CAN. Ouais. Donc, il n'y avait que la Côte d'Ivoire qui était pays organisateur, qui assurait au fond la sécurité. Donc, même si la CAF disait laisser les gens rentrer dans les stades avec des pancartes du genre, et que l'État ivoirien refusait d'être mêlé à ces genres de trucs, il y a problème. Donc, je pense que le président, il a dit quelque chose qui est légitime, que j'ai même apprécié. J'ai même apprécié ton discours, parce que c'est un discours de responsable. C'est un discours qui dit, même si mes enfants sont allés ailleurs, j'avais les yeux sur eux. J'avais les informations de tout ce qui se passait. C'était tout ce qu'on demande à nos dirigeants, d'avoir quand même les yeux sur nous. Même si c'était dans un moment festif, ils savaient quand même ce qui se passait. J'ai aimé le geste que les joueurs congolais ont fait, mais la CAF s'est retrouvée dans une situation très difficile. Est-ce qu'il fallait laisser faire? Est-ce que l'État ivoirien était disposé à accepter que ces genres de messages soient divulgués dans le stade? Oui, ainsi, personne ne sait. D'autant plus que la Côte d'Ivoire ne s'est même pas prononcée sur la situation, n'a même pas répondu au communiqué du président congolais. Donc là, clairement, on comprend. Clairement, qui ne dit mot consent. On comprend la position de la Côte d'Ivoire. C'est dit sans leur prêter d'intention. C'est dit simplement, bon, nous ne voulons pas nous moi, je pense que il faut juste prendre acte que c'est lié, c'est pas vraiment lié aux valeurs du sport. On ne peut pas dire que le sport soit neutre, mais c'est lié aux valeurs politiques et aux enjeux de relations internationales, et ça se comprend parfaitement dans les relations. C'est un peu ce que tu dis, dans les relations entre deux pays, et notamment entre deux pays africains. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure au registre des défis. La question du marketing de la CAN, c'est-à-dire la CAN a vendu beaucoup de tickets en ligne, parce que c'est le problème, par exemple, des tickets qui s'est posé, parce que l'internationalisation de la Coupe d'Afrique des Nations fait également que c'est une internationalisation de ces publics, les gens qui sont quittés de vraiment très loin des États-Unis, etc., pour venir suivre cette CAN-là. Et ça fait que des personnes qui étaient dans la ville d'Abidjan ou dans d'autres villes de Côte d'Ivoire, mais notamment à Abidjan, avaient du mal à avoir accès aux tickets, aux billets pour entrer au stade. Donc ça, c'est également un défi sur lequel la Confédération africaine de football devrait travailler. Oui, clairement, parce que c'était une expérimentalisation. C'était la première expérience. Donc, il y a eu des gens, des organismes qui ont acheté tous les tickets en ligne. Donc, ce qui a fait que pour eux, la revente a été très difficile. Ils n'ont pas voulu revendre à des prix auxquels la CAF aurait souhaité qu'ils revendent. Maintenant, au Maroc, je pense que la CAF va prendre ses dispositions. Peut-être qu'ils vont trouver le juste milieu pour ne pas vendre tous les tickets d'un seul coup, pour que mettre une partie du ticket à la disposition de l'État marocain, peut-être, pour que l'État marocain puisse se servir de ça. Et aussi, ils vont trouver quand même mais c'était une belle expérience. À un moment donné, il y avait un vide, mais au fur et à mesure des rencontres, les vides se sont remplis, et puis on a eu une belle CAN.
Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you. Je vais casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh pourquoi j'ai mal, pourquoi je suis blessé. Oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh c'est lui qui sait, et son plan est déjà calé. Oh. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Oh. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Non. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love. Vous êtes toujours sur la CISM 89.3 FM en ma compagnie, celle de William et de notre invité Delphin, Accent du Sud, et vous venez d'écouter I Love You, la nouveauté de Taïk et Dadju. Et avec la voix de Carmen, toujours dans ce studio d'Accent du Sud. Alors, Ambroise, parlons maintenant des pépites, des choses extraordinaires qu'on a vues dans cette CAN, qui en font une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que nous parlons du bilan de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire en ce début d'année, entre janvier et février, donc qui s'est achevé il y a une dizaine de jours. Et avec Delphin, nous avons parlé de la victoire de la Côte d'Ivoire, des surprises et des déceptions de cette CAN. Nous avons également évoqué quelques défis qui attendent la Confédération africaine de football, l'instance suprême du football en Afrique, du soccer, si vous voulez. Et maintenant, je voudrais parler de quelques pépites. Tu vas comprendre ce que je veux dire par là. On a commencé à évoquer l'arbitrage tout à l'heure, qui a été exceptionnel. On va en reparler tout à l'heure. Mais il y a un footballeur, un joueur, un athlète qui n'a pas été élu meilleur joueur du tournoi, mais qui a illuminé le tournoi de sa classe et de son talent, Osimhen. Oui, Osimhen, le joueur de Naples. Il a simplement confirmé son statut de meilleur joueur africain. Actuellement, c'est lui qui est le meilleur joueur africain. Il a eu le ballon d'or africain. Il a eu le ballon d'or africain qui récompense le meilleur joueur africain de l'année. Donc, il a juste confirmé son statut. Il était là dans tous les matchs. C'est lui qui créait toutes les grandes actions. Et pour la petite histoire, pour la confidence, il a joué la finale blessé. C'est un truc de fou. Il a joué la finale blessé. C'est pour ça qu'il était un peu en dedans. Et puis, le défenseur ivoirien l'a su. Donc, il a voulu jouer là-dessus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il s'énervait un peu. Mais il a illuminé la CAN de sa classe, de tout ce qui s'est fait de bien. Et puis, il était simplement monstrueux. J'ai eu un pincement au cœur qu'on ne l'ait pas récompensé comme meilleur joueur de la compétition, mais on l'a récompensé le défenseur meilleur joueur de la compétition qui a aussi bien joué. Il était aussi là, il a marqué beaucoup de buts. Je pense que c'est parce que Osimhen n'a pas marqué assez. Parce que s'il avait marqué même 3 buts, il aurait pu, mais il a créé tellement. Il n'a pas marqué parce qu'il était au feu au moulin. Oui. C'est lui qui créait les actions, c'est lui qui trouvait le décalage, c'est lui qui prenait la profondeur. Il était dans tous les matchs. Je crois qu'après le match contre le Cameroun, d'ailleurs, il a été testé pour vérifier s'il n'avait pas de substance. Mais il a illuminé la CAN de sa classe et puis je l'en félicite d'ailleurs. Autre pépite sur laquelle je voudrais t'écouter. C'est Ronwen Williams, le gardien de l'Afrique du Sud. Voilà aussi quelqu'un d'autre. Lui, il est gardien d'un club sud-africain, mais il a aussi illuminé la CAN de sa classe. S'il était très bon. C'est Mamelodi Sundowns. Oui, c'est le premier gardien ayant arrêté 6
penalty lors de la même phase finale de Coupe d'Afrique. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc cette CAN a vraiment été la plus belle, la plus grande, je dirais clairement, parce que elle était là. Et il y a aussi le jeune Adengra qui a été élu meilleur jeune joueur de la compétition, qui a l'avenir devant lui, qui a été formé même dans un centre de formation au Bénin. Et oui, qui a été révélé dans un autre centre de formation au Ghana, Football Tourette. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même son Mbappé. Son Mbappé, sur qui... c'était vraiment extraordinaire de le voir jouer, mais c'était tellement reposant. C'est un gamin. Clairement un gamin. Ça nous rappelle clairement Mbappé à 16 ans. Donc, lui, il en a 22. Et puis, il a du chemin à faire. La Côte d'Ivoire a quand même une valeur sûre. Sur qui comptait pour les 8, les 10 prochaines années. Et Adengra, donc la CAN, elle était belle. Il y a eu de très bons joueurs. Le football africain est promoteur. Et puis l'arbitrage, on en a parlé un peu, mais d'abord dans le jeu, c'est-à-dire VAR mis à part, la VAR c'est la vidéo assistance là, et l'arbitrage par vidéo assistance, c'est ça qu'on appelle VAR. Mais déjà dans le jeu, les arbitres ont vraiment maîtrisé les matchs, il n'y a pas eu de débordement. C'est la CAN pendant laquelle nos arbitres ont été les meilleurs. L'arbitrage de cette CAN est la meilleure. C'est pas comparable. Même José Mourinho l'a avoué. Même Arsène Wenger a avoué pour dire que les arbitres africains ont passé un cap, clairement. Parce que c'est au cours de la CAN qu'on arrive à vraiment à les jauger. Ils ont clairement passé un cap. C'était extraordinaire. Il y a toujours quelques petits pépins, mais même c'est discutable. Même les matchs sur lesquels l'arbitrage était discutable, c'était discutable comme dans les grands championnats. Donc, l'arbitrage a été fantastique. Et là, en plus de l'arbitrage vidéo, les arbitres prenaient toujours le temps d'aller. Quand il y avait un petit souci d'aller consulter la VAR, ils prenaient toujours la meilleure décision. La décision juste, pas la meilleure, la décision juste. Ouais. Donc, et puis bon, il y avait également le respect à l'intérieur des matchs. Il n'y a pas eu de débordement. Ils arrivaient toujours à bien se faire respecter. Il y avait un respect mutuel qui découlait clairement. On sentait nos arbitres très sereins, sûrs d'eux-mêmes, avec de l'autorité. J'ai clairement aimé l'arbitrage de cette CAN. Ça peut donner vraiment l'impression que nous sommes baba ou bien trop contents ou trop faisons des petites bouches. Non, quand c'est pas bien, on dénonce beaucoup. Mais pour une fois, on est tellement habitué à dénoncer sur l'Afrique que quand ça fonctionne, on a l'impression qu'on exagère. Oui, c'est vrai. Je voudrais quand même dire pour une fois que pas pour une fois, parce que de plus en plus il y a des choses qui fonctionnent très très bien en Afrique. Très bien depuis un bon moment. Et ça fonctionne vraiment bien, ça a très très bien fonctionné. Et dans les tribunes aussi, c'était le feu. Oui, c'était le feu. Il y avait l'ambiance. Il y avait l'ambiance. À chaque match, il y avait l'ambiance. On a vu des stades pleins en province, à Boaké, à Yamoussoukro, un peu partout. Korogo, partout. À Abidjan, c'était l'explosion. Les Camerounais ont commencé par mettre l'ambiance. Après, ils sont partis. Les Cap-Verdiens, avec les belles Cap-Verdiennes aussi, quand même. Ils ont mis l'ambiance. Il y a des gens qui disaient, je fais une parenthèse, il y a des gens qui disaient, ils voudraient que le Cap-Vert aille le plus loin possible pour avoir les Cap-Verdiennes. Après, il y a eu... Les Congolais aussi ont vraiment mis l'ambiance. Ils ont mis l'ambiance jusqu'à la fin. Les Sud-Africains aussi ont mis l'ambiance. Il y avait de l'ambiance, il y avait de la ferveur, il y avait la fête. Et puis les Ivoiriens. Mais n'en parlons pas. Ils étaient jusqu'en finale, ils étaient là. Ils ont veillé au grain. Ils se sont battus. Ils ont mis l'ambiance. À chaque match de la Côte d'Ivoire, le stade était archi-comble. Ouais. C'était plein à craquer. On remplissait les stades de 60 000 places. Tout était bloqué. Non, j'ai vraiment aimé. Et puis, on a parlé tout à l'heure des médias, mais on a parlé des médias traditionnels, on a parlé des télévisions, on a parlé du câble et des satellites. Et puis, les réseaux sociaux. On participe à faire exploser cette CAN aussi. Oui, avec les influenceurs de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Je dirais simplement les influenceurs de l'Afrique. Ouais. Parce que tout le monde était en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'influenceurs étaient en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont restés dans leur propre pays arrivaient toujours à trouver les images, à les partager. Et sur les réseaux sociaux, on était inondés d'images, de belles images en plus. On arrivait toujours à mettre en valeur la culture ivoirienne, la culture africaine. Donc, j'ai vraiment aimé. Tout était là, on a vraiment mis les petits pas dans les grands. Et quand même, est-ce que tu as participé à garder le fleuve?
Regardez le fleuve. J'ai envoyé mes subordonnés. Parce qu'il y a... il y a eu cet adage-là. Et puis, les Congolais ont donné la fille du président qui dit au gardien congolais. C'est ça. Le président lui a dit, mais c'est toi qui veux épouser ma fille, non? Et il a eu peur, il dit, non. J'ai juste appris sur les réseaux comme vous. Mais c'était une belle compétition. J'espère que 2025, le Maroc sera à la hauteur. Merci beaucoup, Ambroise, d'être passé pour décrypter et débriefer cette Coupe d'Afrique des Nations qui donc se ferme complètement sur notre plateau. Merci d'être venu encore une fois. Merci encore une fois de m'avoir invité. Tu nous dois une émission de sport ou peut-être il va falloir faire une chronique dans la Sang du Sud parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Non, ça va venir cette année, comme je te l'ai dit. On croise les doigts. Ça va venir. Merci de m'avoir encore une fois invité, de m'avoir fait confiance. Chaque fois quand tu m'invites, c'est toujours un plaisir de passer sur ton plateau, de discuter encore un temps soit peu avec Carmen, ta magnifique Carmen. C'est toujours un réel plaisir pour moi. Merci. Avec la magnifique, parce que c'est pas ma magnifique Carmen, avec la magnifique. La magnifique Carmen. Merci Carmen d'être venue. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Merci à vous d'être fidèles à Accent du Sud. Vous écoutez la CISM 893 FM sur Montréal. Je suis William Baïha. Au revoir.